Alors bonsoir, merci d'être venu donc à ce Mairie Meeting sur Euronext et l'organisation des marchés organisés. Alors moi ce que je veux c'est que ce soit interactif, c'est-à-dire que c'est pas une présentation, c'est pas un cours magistral. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions parce que je trouve que ça enrichit vraiment l'échange. Voilà, c'est très important que ça soit interactif. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Il faut que vous ressortez là en ayant appris quelque chose. C'est vraiment ça qui compte pour moi. Peu importe le fait que ce soit filmé ou pas, ce qui compte, c'est vraiment que vous en tiriez quelque chose. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. Alors tout d'abord le plan. Donc tout d'abord, voilà le plan de la présentation. On va parler de ce qu'est Euronext, donc la société en elle-même. Euh, le fait que Euronext a unifié un petit peu tous les marchés européens, toutes les différentes bourses. Euronext s'est constitué d'abord à Paris et puis ensuite a racheté d'autres marchés. Lisbonne, les Pays-Bas, donc Amsterdam. Aujourd'hui, c'est plus Euronext, c'est Nice Euronext. Donc il y a eu vraiment, c'est une société qui s'est créée d'abord en France et ensuite qui a grandi un peu dans le monde entier. On va parler de cette structure-là. Ce que sont les membres. Alors voilà, les membres, ce sont les personnes morales qui sont capables d'accéder au carnet d'ordre. Donc le carnet d'ordre, c'est là où l'algorithme de matching entre les ordres d'achat et les ordres de vente sont matchés. Donc les collecteurs d'ordre, c'est une catégorie de participants au marché un peu différent des membres. Le rôle des régulateurs dans un marché organisé. Donc pour la France, comme vous le savez, c'est l'AMF, l'Organisation des marchés financiers. Les autres régulateurs européens. La SEC est très connue hein, aux US, Securities Exchange Committee, je crois, la SEC. L'admission des valeurs, comment les valeurs sont admises sur le marché, quels sont le protocole pour admettre une valeur qui souhaiterait être cotée sur Euronext. Les segments, les différents segments, Eurolist, l'Eurolist, Alternext, les marchés non réglementés, les fonds cotés, les certificats et les warrants, les obligations. Donc tout ça, c'est des segments d'Euronext sur des catégories d'actifs qui sont différents. Et il n'y a pas que les actions sur un marché organisé, il y a aussi d'autres types de titres. Et ensuite, on regardera la publication des indices, qui est aussi quelque chose d'assez structurant sur Euronext. Donc l'indice le plus connu, vous savez, j'imagine, le CAC 40, mais pas que. Hein, le CAC 40, c'est l'indice phare, donc c'est les 40 plus grandes capitalisations boursières. Mais il y a énormément d'autres indices. Et ces indices sont très utiles, notamment dans la gestion d'actifs, où souvent les fonds sont des fonds qui sont benchmarkés. On compare la performance du fonds par rapport à l'indice. Donc tous ces indices-là sont très suivis, structurent l'industrie financière et sont calculés et publiés par la société Euronext. Et on va regarder comment. Ensuite, on va plutôt, c'est une espèce de deuxième partie, on va se concentrer sur comment les valeurs se négocient, comment une séance est structurée. Donc l'ouverture de la séance, c'est quoi? C'est à quelle heure ça s'ouvre, à quelle heure ça se ferme, comment sont calculés les différents trades, les ordres, comment est-ce qu'ils se rencontrent, avec quel algorithme? Est-ce que c'est par ceux qui ont des prix croissants, décroissants à l'achat, à l'offre, avec le timing, quels sont les ordres prioritaires sur les autres ordres? Quels sont les différents types d'ordres? Donc les ordres à cours limité, les plus connus, mais les ordres aussi au marché, donc market orders en anglais. D'ailleurs, toute cette présentation, elle est faite en français, mais sachez que vraiment les mots qui comptent, ce sont les mots anglais. Hein. C'est ce qui fait foi dans la finance. Donc faites très attention. J'ai souvent, parce que c'est une présentation française, traduit des mots qui ne sont pas du tout utilisés en français dans les banques, mais sont uniquement utilisés en anglais. Donc faites très attention. J'utiliserai les deux terminologies pour que vous puissiez identifier ces mots. Donc la négociation des valeurs, le déroulement des séances, le fonctionnement du fixing. Comment est-ce que le fixing se produit? Donc le fixing, vous devez certainement ou pas le savoir, c'est la séance se finit à 17h25 sur le CAC 40. Et de 17h25 à 17h30, il y a une partie de la séance qui s'appelle le fixing, où les ordres sont où on ne peut plus rentrer d'ordre et il y a un cours de clôture qui est calculé sur un cours de fixing qui va être sur le cours de clôture du CAC 40 sur lesquels les ordres qui sont rentrés, qui sont accumulés vont pouvoir s'exécuter. On va parler de cet algorithme de fixing. Ensuite, on va parler de la surveillance et le contrôle sur un marché organisé.
des seuils statiques de réservation et les seuils dynamiques. Donc déjà, les réservations, c'est quand un titre est suspendu de sa cotation pendant quelques minutes. Il y a des seuils statiques, c'est-à-dire que le cours, en fait, on veut limiter la volatilité des cours à l'intérieur de certaines valeurs. Donc, il y a des seuils statiques au-delà desquels, si le cours sort, le cours est réservé pendant quelques minutes et ensuite il rouvre. Et il y a des seuils dynamiques aussi en fonction de la dernière cotation. On rentrera plus dans le détail quand on abordera cette thématique. Après, on va parler de ce que c'est que les blocs, parce que sur les marchés organisés, on peut traiter hors du carnet, donc ce qui s'appelle des block trades, pour des gros montants, parce que certains opérateurs ne veulent pas passer par le carnet d'ordre, parce que parfois, ils ont peur que les cours décalent, donc ils se mettent d'accord avec une contrepartie sur un prix et une quantité, et ensuite l'ordre est traité hors marché, soit pendant la séance, soit à l'extérieur de la séance de trading. On abordera cette thématique. Ensuite, on parlera un peu de back-office, la compensation, le règlement livraison, comment ça se passe sur Euronext. Est-ce que vous savez déjà comment dirais-je, la chambre de compensation d'Euronext? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que c'est? C'est LCH ClearNet. Quand on trade sur Euronext, quand on achète une action, on ne connaît pas sa contrepartie. Parce que sa contrepartie, elle est unique, c'est LCH ClearNet. Donc, ce qui garantit qu'il n'y a pas de risque de défaut, qu'on a en face de soi un établissement financier extrêmement solide, et ça évite tous les types liés au marché OTC, le risque de contrepartie, le risque de contrepartie surtout. Donc là, le risque de contrepartie est complètement annihilé, sauf guerre bien sûr, où LCH ferait faillite, mais voilà, ça n'arrive jamais. Donc voilà, on parlera aussi donc de la compensation, du règlement livraison, de ce que c'est que les dépositaires centraux. Dépositaires centraux sur le marché français, une idée? Euroclear. Euroclear pour la France. Pour l'Allemagne, c'est Clearstream. Donc ce sont des dépositaires centraux par lesquels transitent les titres et le cash. Et puis voilà, après on parlera des différents types d'ordres, on comparera les ordres, et pour finir, j'espère qu'on aura le temps, on parlera du service de règlement différé, qui permet comment dirais-je, de payer ces titres à la fin pendant la liquidation. Et donc les liquidations durent 1 mois, donc on peut acheter un titre et régler 1 mois plus tard. Sauf qu'il y a des appels de marge qui représentent 20% du montant nominal de la transaction. Est-ce qu'il y a des questions sur le plan? Il y a des parties que vous souhaitez s'il y a des parties que vous souhaitez qu'on approfondisse plus que d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Alors tout d'abord, voilà, Euronext NV, donc c'est une société qui a été créée en 2000. Donc c'est la fusion, comme je le disais, d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris. Donc en 2001, Euronext lance une OPA sur le life. Donc à l'origine, sur les marchés organisés, on peut distinguer. Bonsoir. Sur les marchés organisés, on peut distinguer donc les produits cash et les produits dérivés. Produits cash, c'est du cash equity. Les produits dérivés, c'est des options. Sur Euronext, il n'y avait pas ce segment. Donc Euronext a fait une OPA sur le LIFE, London International Financial Future and Option Exchange, où on va pouvoir traiter des futurs et des options. Donc voilà, c'est des produits dérivés très classiques que vous devez certainement connaître. Donc en 2002, Euronext s'attaque à la banque bourse portugaise, donc Porto et Lisbonne, qui ont fusionné. Et donc en 2017, on a Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Paris et l'Euronext Life. Donc les 4 premiers, ce sont pour du cash, que des titres en cash. Et Euronext Life, c'est pour les dérivés, donc futurs et options. Alors Euronext, c'est quoi son rôle un petit peu dans toute cette structure? C'est définir les règles du marché qui sont soumises à l'approbation des régulateurs, tous les régulateurs de ces places, on verra ensuite lesquels. Euronext décide si une valeur doit être admise ou pas. Euronext également décide de l'adhésion des membres. En général, les membres sont les grandes banques, donc Deutsche Bank, Société Générale, BNP, qui chaque année payent un membership pour avoir le droit de passer des ordres et d'avoir accès au carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un carnet d'ordre où tous les ordres sont accumulés sur un serveur qui se trouve dans des salles
dans des salles réfrigérées, et chaque banque a des lignes spécialisées, des LS, on appelle ça comme ça, qui permettent d'envoyer des messages fixes pour traiter des valeurs. Et donc voilà, ces banques payent le membership. Ensuite, Euronext gère le système d'informatique de cotation. Donc CAC 40, cotation assistée en continu, pour ceux qui ne connaissaient pas l'acronyme. Euronext assure la diffusion des cours, enregistre les négociations entre les membres du marché, puisqu'il n'y a que les membres du marché qui peuvent traiter, via donc LCH Clearnet. Et Euronext a la particularité d'être coté sur son propre marché. Vous pouvez acheter des titres Euronext qui est lui-même coté sur Euronext. Alors voilà, donc, sur toutes les places dont on a parlé, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Paris, Euronext Life. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un visuel où ça vous permet de voir les autorités de régulation. L'AMF pour Paris, Financial Securities Act, FSA pour Londres, donc AFM, CBFA, CMVM. Donc tout ça, c'est chaque autorité de régulation s'occupe d'un marché organisé. Ensuite, pour accéder au marché, dans la deuxième partie du visuel, on a un client qui veut passer un ordre. Cet ordre doit nécessairement passer par un membre, quelqu'un qui a le droit d'accéder au marché, qui paye une redevance annuelle à Euronext pour pouvoir passer un marché. Et le membre, ensuite, accède au carnet d'ordre et rend l'exécution au client. Exemple, vous voulez acheter une action, vous allez sur Boursorama. Boursorama, c'est quoi? C'est Société Générale. Donc vous êtes le client, Société Générale c'est le membre, et derrière c'est Euronext. C'est un peu comme ça que ça marche. Certains d'entre vous achètent des actions. En France, c'est Boursorama qui est le grand leader dans le brokerage. Il y a Boursorama, il y en a peut-être d'autres. Bon, je sais pas. Voilà. Donc ça donne une idée globale. Donc les membres du marché, ce sont donc, comme on disait, des entreprises, des personnes morales. C'est des négociateurs ou compensateurs, d'accord. Les négociateurs, c'est des établissements de crédit, des entreprises d'investissement agréées par les autorités. Et les négociateurs, donc, agissent pour leur compte de leurs clients ou pour leur compte propre. Donc on peut avoir BNP, qui est membre, ou Société Générale, qui achète des titres pour son propre compte ou pour des clients. Si c'est pour des clients, c'est du brokerage. Si c'est pour son propre compte, bah, c'est du proprietary trading. Donc, donc on a donc des négociateurs et des compensateurs. Les négociateurs, donc, qui sont membres de ce marché, peuvent transmettre des ordres au marché, ouvrir des comptes ou recevoir et conserver des titres. Voilà, ça c'est clair. Par contre, les compensateurs, ils s'occupent de compenser. Donc là, dessus, c'est très important de comprendre le vocabulaire de ce que c'est compenser. On parle de compenser, de dénouer, on parle de la règlement livraison. Tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est un flux double. C'est qu'il y a des titres d'un côté et il y a du cash de l'autre. Donc je fais une opération d'achat de titres, je paye du cash, donc il y a du flux sortant de cash, de trésorerie, et en retour, je reçois des titres. Et ça, c'est la compensation. La compensation donc transite par LCH Clearnet, voilà, afin que les acheteurs et les vendeurs soient livrés dans les délais réglementaires. Les délais réglementaires sur Euronext, c'est J+3. Vous achetez un titre, 3 jours plus tard, vous avez vos titres sur votre compte. Ensuite, on a parlé donc alors précédemment, sur le slide précédent, on a parlé des membres. Donc les membres sont soit des négociateurs, soit des compensateurs. Et ensuite, il y a les collecteurs d'ordre. Donc les collecteurs d'ordre, c'est un statut intermédiaire. Ça coûte moins cher que d'être négociateur ou compensateur. Ils peuvent, eux, ouvrir des comptes au nom de leurs clients, recevoir ou conserver des titres et des espèces. Ils ne peuvent pas, par contre, passer des ordres directement sur le carnet d'ordre. Ils collectent les ordres auprès des clients et les acheminent vers un négociateur. Voilà, c'est un acteur intermédiaire entre le client et le membre. C'est un collecteur d'ordre. Voilà, ça peut être matérialisé par, je ne sais pas, dans le wealth management, souvent dans la gestion de fortune, il y a des comment dirais-je, des personnes qui veulent passer des ordres, qui passent donc par leur banque attitrée et ensuite qui font référence à un négociateur. Voilà, c'est un service qui existe, mais ça n'a pas une importance capitale. Les régulateurs, donc, qu'est-ce que c'est un régulateur? Donc l'AMF,
Ce sont des autorités qui protègent les investisseurs. Ça protège parce que ça encadre un petit peu les règles dans lesquelles tout le monde peut traiter. Ces autorités veillent au bon fonctionnement des marchés primaires et secondaires. Alors, le marché primaire et secondaire, juste pour rappel, le marché primaire, c'est le marché de l'émission. Le marché secondaire, c'est le marché où les titres qui ont déjà été émis une première fois sont échangés. Donc le marché primaire, c'est le marché de l'émission, où on fait des OPA, des introductions en bourse, on fait des augmentations de capital. Et le marché secondaire, c'est le marché où on échange des titres qui ont déjà été émis. Donc, par exemple, si j'achète un titre sur le marché primaire, j'achète un titre à une banque qui réalise pour le compte d'une entreprise une IPO, une introduction en bourse. Alors que sur le marché secondaire, je traite face à la chambre de compensation. Donc c'est vraiment différent. Il faut que vous ayez les deux marchés en tête. Donc chaque autorité est compétente que dans son pays. Donc l'AMF pour la France et les autres autorités qu'on a vues précédemment, chacun dans leur pays. Et ils sont liés, bien sûr, par des accords de réciprocité. Sur Amsterdam, donc c'est l'AFM, Euronext Bruxelles, CBFA, Lisbonne, CMVM et Euronext Paris, l'AMF, qui se trouve pas loin d'ailleurs, qui est place de la bourse. Alors l'Eurolist. Donc l'Eurolist, c'est la fusion donc, des marchés réglementés d'Euronext et ça respecte donc les directives sur les admissions et les informations sur les sociétés cotées. Donc les critères pour accéder à ce segment, c'est que 25% du capital doit être dans le public. Donc une entreprise qui veut être listée sur le segment de l'Eurolist doit émettre au minimum 25% de son capital. Donc c'est-à-dire que les 75% peuvent rester du capital privé, mais que les 25% doivent être ouverts au public. Quand on dit capital dans le public, c'est en anglais, on appelle ça le floating capital, le flottant. Donc retenez un petit peu ces termes-là. Les comptes doivent être audités et certifiés sur les 3 dernières années, donc par des commissaires aux comptes et des experts comptables. Alors attention, il y a les experts comptables, si à chaque fois je me trompe, il y en a un c'est pour les actionnaires et l'autre pour le fisc. Je crois que les experts comptables c'est pour le fisc et les commissaires aux comptes c'est pour les actionnaires. Donc là ici, il s'agirait de faire certifier les comptes des 3 derniers exercices par des commissaires aux comptes. Sinon, on ne peut pas être admis sur l'Eurolist. Alors, les entreprises n'ont pas par contre, les entreprises n'ont pas d'obligation en termes de dividendes. Donc, une entreprise peut être listée sur ce marché, qu'elle distribue ou non des dividendes. Voilà, pas d'obligation. Alors, la segmentation des valeurs sur Eurolist. Donc, on a dit qu'il y avait une plateforme unique de négociation depuis 2005. Et voilà, le point d'accès à Euronext détermine le régulateur compétent. C'est-à-dire que si vous avez une société qui veut se faire lister au Portugal, ça va être l'autorité de régulation portugaise qui va être l'autorité compétente. Si c'est en France, ça sera l'AFM et ainsi de suite. Alors, il y a 3 compartiments de capitalisation. La capitalisation boursière dans le compartiment A, supérieure à 1 milliard d'euros. B, entre 150 et 1 milliard. 150 millions et 1 milliard d'euros. Et le compartiment C, c'est inférieur à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière, est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Alors, market capitalisation, c'est le nombre de titres fois la valeur du titre. Quand on dit Apple a dépassé les 1000 milliards d'euros de capitalisation, ça veut dire qu'on prend le nombre des actions qui sont émises sur le marché américain, on multiplie par cours d'Apple et on arrive à supérieur à 1000 milliards. Voilà. Market cap ou capitalisation boursière. Alors, au-delà de ces 3 compartiments, il y a aussi d'autres segments en fonction de secteurs. Et voilà. Après, il y a des règles de communication financière et de transparence en fonction de chacun des compartiments. Donc, Next Economy, c'est les sociétés de nouvelles technologies. Next Prime, c'est les sociétés de secteur traditionnel. Et sur ces 2 compartiments, il y a des règles de communication qui ne sont pas forcément les mêmes. On va parler d'Alternext. On croit que souvent, qu'un marché réglementé, c'est pour les grandes entreprises. On pense au CAC 40, on pense à Sanofi, on pense à Total. Mais il y a des petites sociétés qui veulent lever du capital. Parce qu'il ne faut pas oublier que, quelque part, un marché organisé, ça sert bien sûr à acheter et vendre des actions. Mais pour les entreprises, ça sert à financer l'investissement. Et financer l'investissement,
c'est aussi valable pour des grandes entreprises ou des petites entreprises. Alternext répond à ce besoin. Donc, financement des petites et moyennes entreprises de la zone euro. L'accès est simplifié et moins cher. On protège, encadre. Alors, Alternext fixe la liquidité. Donc, il faut, quand on cote des valeurs, il faut qu'il y ait suffisamment de liquidité. Donc, l'écart entre le bid et l'offre, bid ou ask en anglais, soit pas très large. Le listing sponsor, donc c'est un acteur qui accompagne l'entreprise dans sa procédure d'admission et qui aide l'entreprise à faire son introduction en bourse. En général, c'est une BFI, Banque de financement et d'investissement, ou on dit une CIB, Corporate Investment Bank, BNP Paribas, Arbitrage ou SGIB. Alors, la diffusion du prospectus est obligatoire. Attendez, j'ai un petit Google qui s'affiche là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va le laisser comme ça. La diffusion du prospectus est obligatoire. Les entreprises peuvent faire appel à un apporteur de liquidité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise peut décider de demander à une banque de coter au bid et à l'offre sa valeur avec un spread qui est fixe, en se mettant d'accord avec la BFI sur les modalités d'animation de la valeur. Alors, on va parler maintenant des marchés non réglementés. Donc, un marché réglementé, voilà, c'est un marché électronique, c'est une autorité de régulation, c'est une chambre de compensation. Un marché réglementé, c'est plusieurs acteurs, les uns à la suite des autres, où il y a l'autorité, où c'est encadré, où l'investisseur est protégé, où l'investisseur est en sécurité. Quand on sort des marchés réglementés, on va gagner sur les frais de passage d'ordre, on va gagner sur beaucoup d'éléments, parce qu'il y a beaucoup moins d'acteurs. Par contre, on prend des risques. On prend du risque de contrepartie, on prend des risques de liquidité, on n'a pas les mêmes garanties. On va regarder ce que c'est que les marchés non réglementés. Donc ces compartiments offrent un moyen de diffusion des ordres et une facilité de négociation par l'intermédiaire des membres. Donc ça, c'est pareil que les marchés réglementés. Par contre, les entreprises ne font pas de procédure d'admission. Donc déjà, on a beaucoup moins d'exigences. Les émetteurs n'ont pas les mêmes obligations de diffusion d'informations financières. Donc, ils n'ont pas les mêmes obligations de publier des profit warnings, de faire des conférences, enfin d'animer des meetings avec les journalistes à chaque fois qu'il y a une réorganisation du management, etc. Comme c'est le cas pour les entreprises cotées sur les marchés plus importants, sur les segments plus importants. On va parler donc sur Bruxelles du marché des ventes publiques, où il y a une partie pour les titres de créance, une partie pour les autres titres. Il n'y a pas de chambre de compensation. Donc les acteurs traitent entre eux. On n'a plus une chambre de compensation on n'a plus une chambre de compensation qui joue ce rôle-là dans les marchés non réglementés. Par contre, voilà, ça permet aux petites entreprises de financer leurs investissements, aux dirigeants de réaliser un patrimoine. Donc si un dirigeant veut vendre son entreprise et qu'il ne trouve pas d'acheteur dans le privé, il peut émettre une partie ou tout son capital pour vendre son entreprise finalement au public sur ces marchés. Les critères sont allégés, les coûts d'introduction sont faibles et il n'y a pas d'information financière qui est obligatoire. Voilà, donc ça représente un intérêt pour les sociétés qui veulent réaliser ces objectifs à moindre coût. Alors à Paris, le marché non réglementé le plus connu, c'est le marché libre. Donc ça accueille les entreprises jeunes, trop petites pour accéder au marché réglementé. Et les opérations ne bénéficient pas de la chambre de compensation, comme je viens de le dire. Alors on va parler des fonds cotés. Euronext n'a pas pour objectif de traiter que le marché action. Euronext veut couvrir toutes les classes d'actifs et il y a une tendance actuelle dans l'industrie financière pour limiter au maximum les deals OTC, donc over the counter entre des contreparties, parce que c'est risqué, parce que ça peut provoquer des crashs boursiers, comme on l'a vu il y a une dizaine d'années avec Lehman Brothers, sur des CDS qui sont pour la plupart traités sur des marchés OTC. Donc on veut limiter ces marchés OTC et on veut augmenter les marchés listés. Euronext
veut couvrir le maximum de classes d'actifs et dans ce cadre-là a mis tous ces nouveaux segments en place. Donc on va parler des fonds cotés. Donc en 2001 déjà, le marché des fonds cotés, c'est les trackers. Donc qu'est-ce que c'est un tracker? C'est un fonds indiciel. On ne peut pas acheter l'indice CAC 40. Parce que acheter l'indice CAC 40, c'est quoi? C'est acheter 40 valeurs d'un coup. Dans quelle proportion? C'est très compliqué. Donc ce qu'on peut faire, c'est acheter un tracker. Comme son nom l'indique, il traque la valeur de l'indice. Ça se code comme une action. C'est très pratique. On n'a pas besoin de rebalancer son portefeuille pour répliquer l'indice. C'est rapide. Et donc ça a rencontré un succès important, ce marché des fonds cotés. Et les trackers. Alors la société historique qui a bien réussi sur les trackers, c'est Lyxor, qui a créé un peu ce marché il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, voilà, maintenant c'est un marché qui arrive à maturité. On peut trouver des trackers sur quasiment tous les indices. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ça se négocie comme une action. Ça fournit la performance d'un indice avec les avantages d'une action. Voilà, ça c'est très bien dit. On a un code ISIN. Donc on peut identifier la valeur avec un identifiant. Est-ce que vous savez ce que signifie ISIN? International Security Identification Number. Voilà. Beaucoup de gens qui disent le mot, que tout le monde a entendu ISIN. Personne ne s'est demandé ce que ça voulait dire. Alors voilà, je vous le dis, ça peut être pas mal. C'est une anecdote, à déjeuner, ça peut être intéressant. La composition du tracker, elle est quotidienne. Donc la société qui fait le tracker, Lyxor, tous les jours, elle donne sa composition. Il y a une valeur liquidative qui est quotidienne et parfois même continue. L'investissement dans un tracker est nécessairement diversifié parce que sur le CAC 40, on a un tracker CAC 40, on a 40 actions. Donc il y a l'effet de diversification qui est intéressant. Il n'y a pas d'échéance. Voilà. Il y a des trackers qui versent ou non des dividendes. Le dividende peut être réinvesti dans le tracker ou le dividende peut être détaché du tracker. En plus, le tracker a l'avantage d'être éligible au PEA. Pour ceux qui ne connaissent pas, plan d'épargne en action. Et vous savez c'est quoi l'intérêt du PEA? Personne? C'est qu'on ne paye pas la fiscalité liée à la plus-value, ni au dividende. Donc si vous achetez une action sur un compte titre classique, votre action elle fait 10 euros, il y a 2 euros qui vont partir directement à l'État, alors que sur le PEA, ce n'est pas le cas. Le seul problème, c'est que le PEA, on ne peut pas sortir la partie cash avant 7 ans. Donc, si vous avez des enfants, vous leur ouvrez un PEA, vous mettez rien dedans, vous achetez une action, et au bout de 7 ans, ils auront un PEA toute leur vie, où ils seront exonérés de fiscalité. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Voilà. Le SRD, donc service règlement différé, c'est-à-dire qu'on peut payer à la fin du mois, à la fin de la liquidation, et avancer que 20% du montant. Après, on a les ETF actifs. Donc ETF, Exchange Traded Fund, donc c'est un fonds traité sur un marché organisé, c'est un synonyme de tracker, Exchange Traded Fund. Donc le niveau d'exposition, alors actif, ils sont ajustés en fonction des anticipations de trend. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gérant s'autorise à surpondérer par rapport au CAC 40, par exemple, un ETF actif sur le CAC 40, il se dit tiens, Total va surperformer, donc je m'autorise à ne pas respecter les mêmes proportions que dans l'indice et de mettre un peu plus de Total que du reste des composants de l'indice. Donc de cette manière, je vais pouvoir avoir surperformé le CAC 40. Donc ça, c'est un ETF actif. On peut protéger le capital de manière partielle, c'est-à-dire que je peux dire je mets 100, j'ai 50 euros que je ne vais pas investir sur le marché action, je vais prendre un zéro coupon avec une maturité pour essayer de protéger une partie du capital et investir sur les marchés actions le reste. Un effet de levier, c'est-à-dire qu'on peut avoir des ETF actifs qui vont multiplier par 2, par 3, par 4 la performance de l'indice qui est suivi grâce à des stratégies optionnelles. On va parler des varants et des certificats. C'est un segment qui est très important sur Euronext. Donc les varants et les certificats, déjà, les membres, l'industrie, en France en tout cas, c'est BNP Paribas, le leader sur les varants et les certificats. Il y a Société Générale qui est juste derrière. Au niveau mondial, c'est Citibank, c'est Commerzbank, c'est les acteurs un peu de ce marché-là.
Ça ressemble à des options, mais il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de strikes, beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sous-jacents qui sont suivis. C'est émis tous les jours, c'est rafraîchi en fonction du niveau des sous-jacents. Et donc, ce sont des produits optionnels qui donnent voilà, des effets de levier très importants. Donc, les certificats, ça ressemble à la nature juridique d'une obligation. Donc, il y a une échéance, comme sur une obligation. C'est émis par une banque, un carnet d'ordre et un effet de levier important. Les warrants, c'est à peu près la même chose, sauf que ce n'est pas la nature juridique d'une obligation. C'est aussi émis par une banque. Il y a aussi un carnet d'ordre. Et ça ressemble énormément à une option. On a le segment des obligations. Donc, c'est un titre qui représente la fraction d'une créance. Donc, les obligations sur Euronext sont émises par les États, qui sont dans l'environnement d'Euronext, par les collectivités publiques et par les émetteurs privés. Voilà, donc ça permet de financer des besoins d'investissement par appel à l'épargne publique. Bon, les obligations, c'est vraiment un compartiment qui est en devenir. Aujourd'hui, le marché des obligations, il est vraiment très important sur les segments OTC. Donc la majorité des flux mondiaux sur les obligations, c'est de l'OTC. Ça reste marginal encore ce qui se passe sur les marchés organisés, mais la tendance est de passer sur des marchés organisés. Donc les indices, ça représente l'ensemble du marché, dans des indices élargis. L'indice élargi sur Euronext, c'est le SBF 250. SBF parce que c'était anciennement Société de Bourse Française. Aujourd'hui, on a gardé l'intitulé, mais ça veut pas dire ce que c'était à l'origine. Ça représente un secteur d'activité, un indice. Donc le CAC 40, ce n'est pas un secteur d'activité parce que c'est 40 valeurs avec la plus grosse capitalisation boursière. Mais il y a des indices qui sont par secteur d'activité. Par exemple, le Nasdaq, c'est les valeurs technologiques. Le Dow Jones, ça va être les valeurs industrielles classiques des États-Unis, les 20 premières valeurs. Alors que des indices élargis aux États-Unis, ça serait quoi par exemple? Le S&P 500, Standard & Poor's 500, où il y a les 500 valeurs américaines. Donc ça représente plutôt l'économie. Donc chaque indice, un petit peu, ça donne un prisme de vision de l'économie. Certains, c'est des secteurs. D'autres, c'est l'économie globale du pays. D'autres, ça va être les bancaires sur les indices Dow Jones ou sur les indices Eurostoxx. Donc voilà, c'est un peu l'intérêt des indices. Euronext calcule ces indices. Donc c'est Euronext qui a le mandat de calculer la valeur du CAC 40 et il le diffuse. Voilà. Donc l'indice CAC 40 est coté et calculé en continu. Il est publié et mis à jour toutes les 30 secondes. C'est-à-dire que chacune des valeurs du CAC 40 va coter en fonction des trades, mais l'indice lui-même n'est mis à jour que toutes les 30 secondes. Ça me paraît long, 30 secondes. À vérifier. Voilà. Et l'indice est calculé aussi à l'ouverture et à la clôture. Donc c'est le conseil scientifique, donc un membre d'Euronext, un organisme indépendant, qui gère la composition des indices, qui dit cette société va sortir, cette société va entrer. Voilà. Chaque fois qu'une société entre dans le CAC 40, mécaniquement, le cours de l'action monte, parce que les gérants doivent répliquer l'indice. Donc structurellement, ils vont acheter la valeur. Et voilà, le CAC 40, c'est la Ligue 1. Voilà. J'ai envie de dire, le CAC 40, c'est la Ligue 1 des actions, pour ceux qui aiment le foot. Voilà. J'aime bien cette phrase. Là, j'ai listé toutes les valeurs sur Euronext. Donc le CAC 40, on connaissait. Donc les 40 plus fortes capitalisations boursières. CAC Next 20, on connaît un peu moins bien. C'est les 20 premières. Bon, le SBF 80, SBF 120. Voilà. Donc là, ça permet de se familiariser avec les indices dont on parle en France. Voilà, les plus connus. Donc l'indice élargi, c'est le SBF 250. Et en fait, on peut retrouver l'indice par rapport aux autres indices. C'est le CAC 40 plus le SBF 80, donc les 40 premières plus les 80 plus fortes capitalisations boursières après le CAC 40, ça fait 120, plus les 130 qui suivent, on arrive à 250. Donc c'est un peu comme ça que ça se structure.
Sur Euronext, donc c'est l'AEX. Sur Bruxelles, c'est Belvin, Lisbonne, PSI 20. Après, il y a les indices FTSE. Et voilà. Donc ça permet de lister un petit peu tous les indices avec leurs caractéristiques. C'est souvent la market cap qui joue un rôle important. C'est souvent la market. Non, c'est surtout la market cap. C'est le critère déterminant. Alors, on va passer à la deuxième partie, qui est la négociation des valeurs. Alors, les valeurs donc, sont cotées en continu. Les valeurs liquides sont cotées en continu. Cotées en continu, ça veut dire cotées du matin au soir. Les valeurs peu liquides sont cotées en fixing à 10h30 et à 16h30. C'est-à-dire qu'on peut les acheter et les vendre qu'à 2 parties de la journée. Donc les émetteurs peuvent faire appel à un apporteur de liquidité, donc un négociateur qui est membre d'Euronext. Donc comme je le mets dans la présentation, ça oblige l'apporteur de liquidité, c'est un négociateur qui est membre, par exemple Société Générale. Donc l'autre, alors prenons un use case, un émetteur, par exemple une société du CAC 40. Enfin, oui, voilà, je sais pas, une société, on va dire, Total, fait appel à BNP Paribas pour faire une introduction en bourse. Ça fait longtemps qu'elle a été faite, mais bon, disons que c'est comme ça. Donc, ensuite, non seulement la CIB, la banque d'investissement, va émettre le titre, mais en plus, on aura la banque qui va coter un ordre de vente et un ordre d'achat dans le carnet d'ordre, avec un volume minimum, donc une quantité minimum et un spread maximum. C'est-à-dire qu'il faut que le prix d'achat et le prix de vente soient proches l'un de l'autre. L'architecture du marché repose sur 4 éléments majoritaires, essentiels. C'est le système de routage des ordres. Donc, c'est le système qui achemine les ordres clients, vous, moi, un gérant, au système de centrale de cotation. Donc, le système central de cotation, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc, ça route les ordres depuis le client vers le système central de négociation via un négociateur qui est au milieu, qui est un membre qui a accès au carnet d'ordre. Le deuxième élément important sur l'architecture du marché, ça va être le système central de cotation. Ça assure l'exécution automatique des ordres, suivant des critères dont on va parler. Ensuite, on a le système de diffusion en temps réel de l'information, qui va diffuser les trades et les ordres. Ensuite, le système de règlement livraison, via la chambre de compte de partie centrale, qui va réaliser les opérations de règlement livraison, de compensation, c'est-à-dire la réception de cash et la livraison de titres, dans les deux sens. Chaque valeur, l'algorithme de matching des ordres. Ça, on arrive sur l'élément central de ce que c'est qu'un carnet d'ordre et un marché organisé. Chaque valeur a son propre carnet d'ordre. Les ordres sont classés par leur sens. Donc, on a une partie achat et vente. Les ordres sont ensuite classés par limite de prix. Donc, plus on achète cher, plus on se rapproche du haut du carnet d'ordre. Et à la vente, plus on vend pas cher, plus on se rapproche de la priorité maximale. Autrement dit, quand on achète cher, on est prioritaire, et quand on vend pas cher, on est prioritaire. Donc la limite de prix est croissante à l'achat, plus l'ordre est à un prix élevé, plus il est prioritaire, voilà comme je le mets là. Limite de prix décroissante à la vente, plus l'ordre est à un prix bon marché, plus il est prioritaire. C'est logique. Non ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand deux ordres sont de même sens avec la même limite de prix? On applique la règle du FIFO, donc first in, first out. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une terminologie comptable. C'est par système on prend l'eurodatage. Le premier qui était là, c'est celui qui est servi en premier. J'ai une question, c'est juste sur le terme apporteur de liquidité, c'est market making. Market making. C'est ça. Alors, on appelle ça même Liquidity Provider, LP, Liquidity Provider. Voilà. Alors là, on va regarder le déroulement de la séance de la cotation en continu. Donc, de 7h15 à 9h, on a une préouverture. Donc, on peut placer des ordres. Ils sont centralisés, mais il n'y a pas de transaction. À 9h, il y a le fixing d'ouverture. L'ordinateur détermine le prix auquel s'échange le plus grand nombre de titres. On verra ensuite comment fonctionne ce fixing.
De 9h01 à 17h25, il y a une cotation en continu. Donc, un nouvel ordre arrive. Dès lors qu'il existe sur le carnet d'ordre ou feuille de marché ou order book, voilà, plusieurs ordres de sens contraire avec un cours d'exécution qui est compatible. Compatible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite de prix à la vente elle est la même que la limite de prix à l'achat. Ou compatible, on verra ensuite ce que c'est. Sinon, ben, l'ordre est juste placé dans le carnet d'ordre, il n'est pas exécuté. Donc soit il est exécuté, soit il n'est pas exécuté. S'il n'est pas exécuté, il reste dans le carnet d'ordre jusqu'à la fin de la journée. De 17h25 à 17h30, on a la pré-clôture. Donc les ordres sont à niveau centralisé sans qu'aucune transaction n'intervienne, comme de 7h15 à 9h. Et à 17h30, il y a le fixing de clôture, où l'ordinateur détermine le prix auquel s'échange le plus grand nombre de titres. Voilà. Et de 17h30 à 17h40, là c'est particulier, c'est une partie de la séance où les opérateurs peuvent rentrer des ordres limités au dernier cours, donc au cours de fixing, dès lors qu'il existe une contrepartie en attente à ce même cours. Donc voilà, entre 30 et 40, si je vois que le fixing il a un prix donné, je peux dire je veux acheter 1000 titres à ce prix-là, je suis sûr qu'il sera exécuté à ce prix-là, sinon mon ordre sera rejeté. Ça peut être intéressant pour des personnes qui ne veulent pas avoir de surprise. Ils se disent, moi, je veux traiter à ce prix-là, sinon, voilà. En fixing, c'est différent. Donc, on a dit qu'il y avait des titres qui étaient cotés en continu et d'autres en fixing. En fixing, c'est différent. De 7h15 à 10h30, on a toujours une... comment dirais-je? On a toujours une partie donc, de la séance où les ordres sont centralisés. Ils s'agrègent dans le carnet d'ordre sans exécution. À 10h30, un fixing d'ouverture. Donc là, l'ordinateur détermine le prix auquel le maximum d'ordres vont pouvoir s'exécuter entre eux. Et donc, on est exécuté ou non. Entre 17h30 à 11h, les opérateurs peuvent rentrer des ordres limités au cours de fixing qui a été fait à 10h30. Entre 11h et 16h, donc la pré-clôture, encore une fois, les ordres s'agrègent dans le carnet d'ordre sans exécution. À 16h, un nouveau fixing. Et entre 16h et 16h30, une négociation au dernier prix, au prix du fixing. Donc ça, c'est pour les valeurs qui ne sont pas liquides. Alors, on va parler du fixing, parce qu'on entend beaucoup le mot de fixing. Mais, alors voilà. Alors, dans ce visuel, ce qu'on voit, c'est à la fin de cette partie qu'on a appelée précédemment comment dirais-je, la préouverture, où les ordres sont centralisés sans qu'aucune transaction intervienne. Donc là, on a fini la préouverture, on a plein d'ordres dans le carnet d'ordre qui se sont agrégés, et hop, le fixing arrive. Comment ça fonctionne? Je vais regarder, alors, on va reprendre. Ici à l'achat, je vois que j'ai donc un prix croissant, 61, 61,05, on va de 5 centimes en 5 centimes jusqu'à 61,25. Le prix est croissant. On a les quantités ici. Là, c'est le prix sans limite. Donc, c'est des ordres qui sont prioritaires, où l'acheteur ne met pas de limite. Il dit, j'achète à n'importe quel prix, j'en achète 400. Et de l'autre côté, donc, c'est les ordres de vente. Plus je suis pas cher, plus je suis prioritaire. Donc ici, je classe par ordre décroissant de prix, là, par ordre croissant de prix. Là, j'ai les quantités. Et là, je fais la somme des quantités. Donc ici, 600, 400 plus 200, 850, 600 plus 250, ça fait 850, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vois? Là, ici, j'ai quelqu'un qui veut acheter à 61,25 et quelqu'un qui veut vendre à 60. Là, ici, j'ai 400, pardon. Une personne qui veut acheter 400 titres sans limite et une personne qui veut en vendre 400 sans limite. Les deux ordres sont compatibles, ils vont être exécutés. 61,25, 60,95. J'ai quelqu'un qui veut acheter à 61,25 et quelqu'un qui veut vendre à 60,95. Donc, j'ai quelqu'un qui veut acheter, qui est prêt à acheter plus cher, parce que quelqu'un veut vendre moins cher. Donc, ces deux ordres sont compatibles, clairement. Là, pareil, quelqu'un veut acheter à 61,20 et quelqu'un vend à 61. Donc là, c'est pareil, ces deux ordres sont compatibles. 61,15, j'ai quelqu'un qui est prêt à payer 61,15 la valeur et quelqu'un qui est prêt à la vendre encore moins cher à 61,05. Donc celui-là va faire une bonne affaire. On va dire, tiens, je voulais l'acheter à 61 € et 15 centimes, et là, j'ai quelqu'un qui est prêt à la vendre à 61 € et 5 centimes. Ces ordres sont compatibles. Et là, on arrive progressivement à un point où il y a un acheteur qui veut l'acheter à 61,10 et le vendeur qui veut le vendre au même prix. Donc ces ordres sont compatibles. Et après, évidemment, puisque dans ce sens-là, on voit que les prix sont classés de manière croissante et là, décroissante, on arrive mécaniquement
à des ordres où la limite de prix n'est plus compatible. Là, j'ai quelqu'un qui veut acheter à 61,05 un titre, et là, j'ai quelqu'un qui veut l'acheter à 61,15. Ces deux personnes ne peuvent pas traiter entre elles. Donc le cours s'arrête là, à 61,10. C'est comme une balance, comme ce visuel l'indique, où finalement c'est l'équilibre qui se fait à ce niveau-là. Et donc tous les titres qui sont exécutés avant vont être exécutés. Jusqu'ici. Et ici, il n'y a plus de transactions qui peuvent s'opérer. Et donc le cours de fixing sera 61,10. Il y a plusieurs marchés. Après, il y a des marchés où ces ordres vont rester au lendemain, qui vont rester dans le carnet, où il y a des marchés où ces ordres vont disparaître du carnet d'ordre, et le membre devra replacer cet ordre le lendemain. Est-ce que ça c'est clair? Ça c'est vraiment la partie fondamentale de cet exposé. Comprendre comment on fait le fixing. Cet algorithme-là, il est absolument central. Comment ça se passe quand il n'y a aucun ordre qui match? Si tout le monde veut acheter moins cher que les autres. Alors c'est intéressant. Ben alors qu'est-ce qui se passe? Effectivement, si jamais, pendant la période où s'agrègent les ordres, on va dire que ici j'arrive à 61,05 et là je suis à 61,15. Eh bien, il n'y a aucune transaction qui peut se faire. Et le fixing, ça va être le dernier cours traité. C'est aussi simple que ça. C'est une très bonne question d'ailleurs. Il est possible. Ça ne va pas arriver sur le CAC 40. Ça, c'est sûr. Mais sur des petits marchés, des petits segments où les valeurs ne sont pas liquides, on peut arriver dans des situations où dans le fixing, il n'y a aucun ordre compatible. On prend le dernier. On va prendre. Alors, on ne va pas dire que le fixing, ce sera le dernier trade. On va dire qu'il n'y a pas eu de fixing. Et le cours de clôture sera le dernier trade de la séance en continu. Chaque mois, ça a son importance. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde me suit, mais ça devient subtil. Hein. Bon. Voilà. Bon, là, c'est un visuel, je sais, je suis un peu mitigé sur ce visuel parce que je le trouve complexe. Ici, là, ça va être... Alors ici, on a classé les prix d'une manière décroissante. On voit que plus je regarde le cumul. Donc ici, j'avais un ordre à 400, et là, j'augmente jusqu'à 71,10. Et là, on fait pareil pour l'offre. Et on voit que le fixing va s'opérer ici, pour une valeur de 2200. Donc il va y avoir 2200 titres qui vont être échangés au cours de 61,10. C'est une autre façon de voir le carnet d'ordre. Ça parle à certaines personnes, moi, ça ne me parle pas trop. Les quantités sont agrégées jusqu'à 61,10, et c'est ici que le fixing est déterminé. Donc, qu'est-ce qu'on dit là? On dit que deux ordres dans le fixing sont compatibles lorsque la limite à l'achat est supérieure à la limite à la vente. Si on revient dans le carnet d'ordre, la limite à l'achat est supérieure à la limite à l'offre, ces ordres sont compatibles. Compatibles, supérieurs ou égales. Et là, l'inéquation est plus respectée, on s'arrête. Donc la condition à respecter 61,10, la quantité cumulée à l'achat, donc tous les ordres qui vont être donc compatibles, donc il y aura 2200 titres à 61,10, 2150 à une limite de 61,10. Donc il va y avoir 2150 titres exécutés. On reprend à l'achat tous les titres qui vont être exécutés, on met un arrobase, souvent chez les brokers, pour dire à combien ça a été exécuté, à la vente pareil. Il va y avoir une quantité de 50 titres à 61,10 qui ne vont pas être exécutés, parce que ce sont les derniers qui sont arrivés dans l'ordre de marché. Parce que comme on a une quantité à l'achat de 2200 et une quantité à la vente de 2150 à 61,10, on va avoir 50 titres à l'achat qui ne vont pas être exécutés. Ça va être les 50 titres qui ont été placés en dernier, par ordre d'arrivée, first in, first out. Et le fixing s'arrête à 61,10. Le fixing qui va devenir le cours de clôture. Alors, la cellule de surveillance d'Euronext donc contrôle toutes les opérations. Elle peut interrompre provisoirement les cotations, ce qu'on appelle la réservation, pour limiter la fluctuation des cours. Alors, on parle souvent de suspension. Le titre est suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Euronext émet un avis pour suspendre le titre, la cotation du titre. L'origine, cet avis de suspension doit comprendre trois éléments: l'origine, les raisons et la date de reprise.
Donc l'origine, ça peut être le régulateur, ça peut être la société émettrice. Il y a un grand événement qui arrive, une restructuration, une OPA, je ne sais pas. Elle décide de suspendre. Voilà. La raison, donc l'attente d'un communiqué, communiqué sur la gouvernance de l'entreprise. Le dépôt d'un projet d'offre, une société qui veut faire une OPA sur une autre entreprise. Donc là, l'entreprise peut contacter Euronext pour demander une suspension de cotation pour que tout le monde prenne l'information et qu'une fois que l'information, on est sûr que tout le monde l'a en tête, on recommence à vendre le titre. Sinon, il y aurait peut-être des arbitrages pour des personnes qui auraient accès à l'information et pas d'autres. Cet avis de suspension doit contenir nécessairement la date et les conditions de la reprise des cotations. Quand une cotation est suspendue, il faut indiquer quand est-ce qu'elle sera à nouveau cotée. Ensuite, il y a la suspension et les réservations. Donc ça, la réservation, c'est différent, c'est à l'initiative de personnes, c'est que ça ne respecte pas, ça résulte de l'impossibilité d'ajuster l'offre et la demande dans les zones de cours autorisées. On regardera ensuite les seuils de réservation, comment ils sont faits. Ces seuils de réservation sont calculés à partir d'un cours de référence. En général, c'est le cours de clôture de la veille. Pour les seuils de réservation statiques, on a deux seuils de réservation. On a des seuils statiques de réservation et des seuils dynamiques de réservation. On va commencer par regarder ce que sont les seuils statiques. Donc les seuils statiques, c'est toutes les valeurs. Les seuils statiques, c'est plus ou moins 10% par rapport à un cours de référence statique. À l'ouverture de la séance, donc le cours de référence et le cours de clôture. Ajusté du dividende, évidemment. Voilà, si le dividende tombe, le cours de référence, ce sera le cours de clôture moins le dividende. Donc si on dit que c'est plus ou moins 10%, pour donner un use case, le cours de clôture est 100, les seuils statiques de réservation seront de 90 et 110. Ça veut dire que le cours ne peut pas ouvrir en dessous de 90 et au-dessus de 110. Alors, on va regarder donc ce qui se passe dans le premier cas. Le dernier cours coté est 100. Donc, ici, le cours de référence est de 100. Le cours va ouvrir à 104. C'est dans les limites de référence statique, entre 110 et 90. Donc, le cours cote à 104. On est bien, pas de souci. Ensuite, une fois que le cours a coté à 104, il devient le nouveau cours de réservation, le cours de référence statique. Donc, le cours suivant ne peut pas être à plus ou moins 10% de 104. Donc, si jamais... voilà. Donc, le cours suivant doit être à plus ou moins 10% de 104, donc entre 114,40 et 93,60. Et ainsi de suite. Donc, chaque cours coté, chaque trade devient le nouveau cours de référence statique, c'est-à-dire que le cours suivant, le trade suivant ne peut pas avoir lieu au-dessus ou en dessous d'une variation de 10%. Donc, dans le premier cas, tout se passe bien, mais dans le deuxième cas, voilà, alors, ça se passe mal. Donc, on est à 100, et au lieu d'ouverture à 100, donc on fait le fixing, et malheureusement, le cours d'ouverture, donc le fixing d'ouverture, a lieu à 112. Eh bien là, ça ne fonctionne pas. On n'est pas dans le 90-110. Il y a une réservation de 5 minutes. Et ensuite, 112 devient le nouveau cours de référence où on peut avoir des trades qui ont lieu entre 123,20 et 180, donc plus ou moins 10% de 112. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça permet d'encadrer les titres pour éviter comment dirais-je, comme on dit, les fat fingers, donc quelqu'un qui ferait une erreur, plus ou moins 10%, il peut causer le cours est suspendu. On a parlé des seuils statiques de réservation, on va parler maintenant des seuils dynamiques. Donc là, par contre, ça s'applique que aux valeurs qui sont cotées en continu, et chaque cours devient le nouveau cours de référence dynamique. Et c'est le même fonctionnement. Donc, par contre, les seuils dynamiques sont de plus ou moins 2%. Donc, c'est-à-dire que chaque trade ne peut avoir lieu qu'à plus ou moins 2% de variation que le trade précédent. Voilà. Alors, on reprend le même exemple. Donc, 100, 90, 110 pour le cours de référence statique. On a une couverture à 104. Le trade suivant 104 doit se situer entre 104 plus 2%, donc entre 106 et 102. À 104,5, tout va bien.
Et 104,5 devient le nouveau seuil dynamique, c'est-à-dire que le trade suivant ne peut avoir lieu qu'entre 106,5 et 102,5. Ouais, ça c'est explicite. Je sais pas. Des questions là-dessus? Les blocs. Donc les membres du marché peuvent exécuter des transactions en dehors du carnet d'ordre. Donc comme je le disais au début de la présentation, pendant la séance ou en dehors de la séance, il faut que le bloc trade entre deux contreparties, entre deux membres du marché, soit égal ou supérieur à la taille normale de bloc. Donc c'est par exemple 10 000. Voilà. Et la taille normale de bloc est définie pour chaque valeur en fonction de sa liquidité. Et il faut que le prix du bloc soit inclus dans la fourchette de prix moyen pondéré au moment de la transaction. Bon, il y a des algorithmes pour déterminer la fourchette de prix moyen pondéré. Vous pouvez trouver ça sur le site d'Euronext. C'est un algorithme, c'est pas très compliqué. La compensation ou le règlement en livraison ou le dénouement. Donc on en a parlé en début de présentation. Pour Euronext, ça va être LCH ClearNet, donc qui va opérer entre la négociation par les systèmes d'Euronext et les opérations de règlement en livraison réalisées par Euroclear. Donc Euroclear, c'est le dépositaire central. Ça, c'est les organes d'un marché organisé. C'est le marché organisé, donc Euronext dans notre cas. Le dépositaire central, c'est Euroclear, celui qui tient les comptes titres et les comptes cash. Et la chambre de compensation, ou le compensateur, qui est LCH ClearNet. LCH ClearNet a les rôles suivants, donc c'est la contrepartie centrale, on l'a dit, réduit les opérations, voilà, LCH ClearNet réduit de 90% les opérations destinées par les organismes de règlement de livraison, donc il fait quasiment tout le travail des dépositaires, comme vous pouvez avoir, c'est Société Générale ou BNP. Société Générale, c'est SG2S, pour ceux qui connaissent, BNP, c'est BP2S, BNP Paribas Security Services. Et donc LCH fait tout le job. Les dénouements sur Euronext, donc sur le marché organisé d'Euronext, où le dépositaire central est Euroclear, s'effectue à J+3. C'est une chose qu'on a déjà mentionné précédemment. On va parler maintenant des différents types d'ordres. Les ordres à court. Alors, on va parler tout d'abord des ordres à court limité. Alors, les ordres à court limité, c'est l'ordre le plus populaire dans la finance, c'est-à-dire, je donne un ordre et je dis la limite au-delà de laquelle je ne peux pas traiter. Donc là, je dis, par exemple, je donne le prix maximum à l'achat et je donne le prix minimum à la vente. Donc c'est l'ordre le plus populaire. Ça permet une maîtrise du prix d'exécution. Et donc c'est un ordre intéressant. À plusieurs titres, on va en parler. Et cet ordre peut se passer dans les plusieurs phases du marché, soit dans le fixing, soit dans la cotation en continu. On va d'abord parler du fixing. Donc le marché s'équilibre à 5,40, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon là, on a reproduit un carnet d'ordre où j'ai donc les différentes. Ici, donc toujours croissant à l'achat, décroissant à la vente, avec les quantités. Et juste à côté, j'ai l'heure de la transaction, la quantité de la transaction et le prix de la transaction. Ici, donc, sur au fixing, le prix va s'équilibrer à 5,40 parce que c'est l'équation prix à l'achat supérieur à prix de vente est respectée, et respectée, et respectée. Ici, il n'est plus respecté, les ordres sont plus compatibles, on s'arrête. Donc 5,40, ça va être le fixing. À l'achat, on va avoir donc 2500 à 5,50, ce titre va être exécuté, ce titre va être exécuté, et celui-là. Donc on va avoir 7500 à 5,40, et à la vente, on va avoir celui-ci, 2000 à 5,30, 2500 à 5,35 et 3500 à 5,40. On en a 8000 à 5,40. Donc comme tout à l'heure, à 5,40, on va avoir 8000 titres vendus et 7500 titres achetés. Il y a un écart de 500. Donc on va évidemment laisser ici un ordre de 500 qui ne sera pas exécuté à 5,40. Donc 7500 titres sont échangés, les ordres d'achat sont exécutés en totalité et les ordres de vente sont exécutés partiellement. Il reste un ordre de vente de 500 à 5,40. Ça va être le dernier entrée qui ne va pas être exécuté parce qu'on a dit que c'est la règle du FIFO qui est exécutée, le first in, first out. Donc voilà comment se passe l'ordre en limite dans la partie fixing de la séance de cotation.
Donc, une fois que le fixing a lieu, tout est exécuté. Donc, je dis que les ordres d'achat avec une limite supérieure au fixing donc, sont tous exécutés. Donc, ici, vous voyez, il reste plus d'ordres à 5,40, il n'y en a plus. Les ordres de vente avec limite inférieure au fixing sont tous exécutés. Aussi, tout ce qui est inférieur à 5,40 ont été exécutés, il n'y en a plus. Alors, à 5,40, comme on l'a dit, il en restait 500, et voilà. Et le solde, donc, il reste dans la feuille de marché. Et donc, on voit apparaître, ici, les derniers échanges, donc 7000 titres à 9 heures, à un cours de 5,40. En séance, maintenant, donc dans la séance en continu. Donc, on reprend, c'est la même valeur, 5,55, 5,60, on retrouve notre carnet d'ordre. Ici, on voit par ordre décroissant de redatage les quantités avec les cours. Il arrive que à 15h21, il y a un ordre d'achat de 5000 titres à 5,70 qui arrive. Il va venir se placer au-dessus. Parce que la priorité, c'est l'ordre. Plus l'ordre a une limite élevée, plus il est prioritaire. Donc il vient se placer là. Et de l'autre côté, on a toujours les mêmes ordres classiques. Le système central de cotation enregistre 3 transactions. Pourquoi? Je reviens en arrière. Ici, je vais avoir un ordre d'achat à 5,70. Je suis prêt à acheter mon titre jusqu'à 5,70 €. Et là, il y a des gens qui sont prêts à le vendre moins cher, là encore moins cher, et là à 5,70. Donc ça veut dire que ici, j'ai quelqu'un qui va acheter à 570, quelqu'un qui va en vendre 1000 à 560, ça va être exécuté. 1500 à 570, ça va être exécuté pour une quantité de 2500. Et à 570, 2000, ils vont être exécutés. Donc je vais avoir 1000, 1500 et 2000, donc 4500 titres. Ces 3 ordres vont être exécutés. Et il va rester ensuite 500 titres à 570 qui ne seront pas compatibles ensuite, parce que quelqu'un là veut vendre à 5,75, c'est évidemment pas compatible. J'ai une question, les deux premières limites, ça va être exécuté à quel prix? Les 2 premières limites, c'est-à-dire là, Le 5,70 qui va être le 5,70. avec le 5,60. On ne dit pas, on prend 5,65, ça arrange les deux. Non, non, non. Alors, ici, il va être servi pour 1000 à 5,60. Donc, c'est-à-dire que là, il veut vendre à 5,60. Ça va être exécuté à 5,60. On va le regarder juste derrière. 3 transactions, 1000 à 5,60, 1500 à 5,65, parce qu'on respecte le fait qu'on doit exécuter l'ordre de vente au plus bas prix finalement. Il a dit qu'il ne voulait pas vendre au-dessus de 5,60 à la vente. Donc on vend 1000 à 5,60, 1500 à 5,65 et 2000 à 5,70. C'est la seule combinaison possible. On ne peut pas faire autrement. Et il va rester 500 à 5,70. Ah oui, c'est parce que il y a pas le choix en fait. Ouais, il est prêt à vendre Si tu veux, c'est au minimum à 5,60. voilà. Donc du coup, il va rester ici 500 à 5,70 sur la feuille de marché. Et on enregistre le système central de cotation, enregistre les 3 transactions à 15h21 aux différents cours. On va parler de l'ordre à la meilleure limite. Donc les ordres à la meilleure limite sont transformés en ordre à court limité au fixing. C'est-à-dire que quand je vais rentrer un ordre à la meilleure limite, donc c'est un autre type d'ordre, si on n'est plus à un ordre limite. Donc la meilleure limite, c'est que je vais prendre la meilleure limite qui est en face. Et quand il y a un fixing, la meilleure limite, c'est le fixing. Donc ce sont des ordres qui sont tous exécutés comme des ordres en court limité, avec comme limite le fixing. La seule différence, c'est qu'ils passent après les ordres au marché. Donc on va voir regarder ce qu'il y a les ordres. En fait, il y a plusieurs types d'ordres qu'on va regarder aujourd'hui. On a les ordres au marché, les ordres en limite et les ordres à la meilleure limite. Donc après, on commence à parler de ces ordres. On rentrera dans les détails un peu après. Donc les ordres à la meilleure limite, AML,
donc après les ordres au marché, et, et il passe après les ordres à cours limité avec des prix plus avantageux, donc avec des prix avec des limites plus élevées à l'achat et plus faibles à la vente. Si jamais il y a une exécution partielle, donc comme on a pu voir où les quantités ne matchent pas, l'ordre à la meilleure limite reste dans le carnet d'ordre avec une limite qui est égale à celle du fixing. Regardons l'ordre à la meilleure limite en séance. Donc on reprend le même carnet d'ordre que tout à l'heure. Donc ici, j'ai quelqu'un qui est prêt à acheter 4500 titres à 5,55 et ici à vendre au minimum à 5,60. Donc là, ici, le carnet d'ordre ne bouge plus. Il ne peut pas bouger puisqu'il n'y a pas d'ordre compatible. À 15h21, on a une quantité de 5000 à la meilleure limite. Donc c'est un ordre qui va venir se placer ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le système enregistre une transaction de 1000 à 5,60. Il reste donc dans le carnet un ordre limité à 5,60 pour une durée de 4000. Donc ça veut dire quoi? Si on revient. La meilleure limite ici, c'est-à-dire le prix le plus avantageux pour un acheteur, c'est le prix le plus faible pour la vente. Donc en fait, la meilleure limite, quand je vais rentrer mon ordre à la meilleure limite, pour cette personne-là, pour cet ordre-là, ça va être 5,60. Donc ici, sur les 5000, je vais en exécuter 1000 à 5,60. Et ensuite, l'ordre va rester pour les 4000 à 5,60, parce que c'était la meilleure limite. C'est ce qui se passe. À 15h21, j'ai donc 1000 titres qui sont exécutés à 5,60, qui étaient à la meilleure limite à cette heure-là. Et il reste dans le carnet donc 4000 titres, à la meilleure limite quand j'ai rentré mon ordre, qui n'ont pas été exécutés. Ça se transforme en un ordre limité à 5,60. Les ordres au marché, toujours pareil, on a des ordres au marché pendant le fixing et en séance. Donc les ordres au marché dans le fixing sont prioritaires et exécutés en totalité s'il y a des quantités disponibles. Donc les ordres au marché viennent se placer au-dessus des ordres en limite et sont exécutés d'une manière prioritaire. Si jamais les quantités ne sont pas disponibles, ben le solde se retrouve dans le carnet d'ordre avec la mention Market Order et sera exécuté au fixing suivant. Là, ça dépend des marchés. Parfois, c'est au fixing suivant, parfois l'ordre est annulé et il faut replacer l'ordre. Sur Euronext, c'est le fixing suivant. On va parler maintenant des ordres Market Order en séance. On reprend toujours ce carnet d'ordre qui est statique, avec des ordres qui ne sont pas compatibles. Meilleur prix à l'achat 5,55, meilleur prix à la vente 5,60. Il ne se passe rien. À 15h21, j'ai un opérateur qui rentre un ordre Market Order pour une quantité de 5000. C'est simple. Ce qui se passe, c'est que lui, il est prioritaire. 5000, et il va prendre les 1000 et 1500, les 2000. Et puis, donc 1000, 1500, 2000, ça fait quoi? 2500, 4500. Il va en prendre 500 ici à 5,75. Voilà. 1000 à 5,60. Donc c'est cet ordre-là qui va être exécuté. 1500 à 5,65. 2000 à 5,70. Et ici, sur cet ordre-là, il en prend 500. Donc, Market Order, c'est je siphonne tout ce qu'il y a en face, jusqu'à ce que je sois exécuté pour toute ma quantité. Je ne maîtrise pas mon prix, mais je veux que ce soit exécuté tout de suite. Alors, on va reprendre pour l'exécution partielle. Si ici, donc j'ai mon carnet avec une quantité à l'offre agrégée de 1000 plus 1500 plus 2000 pour 4500, je mets un ordre de 5000 au marché, je vais siphonner les ordres, sauf que ici, j'en ai que 4500, donc je vais rester avec 500 qui ne va pas être exécuté. C'est tout. Et voilà le carnet d'ordre qui devient, il reste ici. Voilà. Ce qui est très dangereux, parce que si jamais j'ai quelqu'un à la vente, là, qui vient se placer à un prix très élevé, alors heureusement qu'il y a les seuils, il y a les seuils de réservation, mais je veux dire, on peut se mettre à juste plus 2% du dernier trade sans qu'il y ait de saut de réservation. Et là, bam, je me prends 2% d'augmentation par rapport à 5,70. Donc 5,70 plus 2%, je peux être exécuté, je ne sais pas, autour de 6 €. Donc je perds 30 centimes parce que j'ai laissé un ordre Market Order alors qu'il n'y a pas de quantité en face. Donc c'est vraiment un ordre qu'il faut privilégier sur des titres qui sont très liquides. Et s'il n'y a pas de liquidité, là,
Heureusement qu'il y a des seuils de réservation parce que sinon ça peut être une catastrophe. Alors si un ordre n'a pas été exécuté, certains marchés autorisent l'annulation de l'ordre. Il faut soumettre l'annulation et ensuite on reçoit un acquittement. D'autres marchés ne l'autorisent pas. Mais ce qui est certain, c'est que s'il est exécuté partiellement, on ne peut plus annuler son ordre. Là, on ne peut pas l'annuler. Donc là, clairement, l'opérateur à qui il reste 500 titres à l'achat sans limite, il est vraiment pas super confortable. On va reprendre un petit peu le carnet d'ordre, tel qu'on l'a vu au départ, et on va comparer finalement les différents types d'ordres dont on a parlé. Donc là, on a les quantités, le prix de 5,35 à 5,55 en euros, et là, la même chose dans le sens inverse, avec les trades qu'il y a eu jusqu'à 15h20, donc il est 15h20, et là, on passe un ordre. Si je passe à 5,70, je vais avoir une exécution partielle, 4500 titres, il va m'en rester 500 à 5,70 qui ne trouvent pas d'exécution. J'ai maîtrisé mon prix d'exécution. Je sais que je ne peux pas dépasser 5,70. Voilà. Là, j'ai eu un peu de chance. Je me suis retrouvé à être exécuté à 5,60, 5,65 et 5,70. Voilà, je limite mon prix. À la meilleure limite, ça permet de tout de suite rentrer dans le marché, mais je ne maîtrise pas mon prix. Parce que si j'ai une limite très élevée, je vais venir taper tout de suite la quantité de ma meilleure limite. On est d'accord là-dessus. Si je rentre dans un marché à l'achat, ma meilleure limite, elle est très chère, eh ben, je vais tout de suite la taper pour la quantité de la meilleure limite qui est en face. Voilà. Donc, je ne maîtrise pas du tout mon prix. Il y a un peu de danger. Pas autant qu'au marché, mais quand même. Donc là, ici, j'ai effectué 4000 titres. J'en ai eu 1000 à 5,60 et j'ai 4000 qui sont en ordre limité à 5,60. Disons que c'est intermédiaire entre le cours limité et au marché. Au marché, j'ai la priorité sur tous les ordres. J'ai une exécution immédiate. Donc, s'il y a une urgence, il faut absolument que je liquide ma position. Par contre, j'ai aucune maîtrise du prix. Voilà, donc en fonction des contraintes, si là on a le temps, on veut travailler son prix, on va privilégier l'ordre en limite. Si on veut vite rentrer dans le marché, on va prendre à la meilleure limite, sachant qu'on prend un petit risque sur la quantité qui va être exécutée à la meilleure limite d'en face du moment à l'achat ou à la vente. Au marché, je place un ordre très prioritaire, mais très risqué. Alors, on va parler donc du SRD. Depuis 2000, toutes les valeurs se négocient au comptant. Les intermédiaires proposent, voilà, c'est-à-dire qu'avant, quand je dis au comptant, c'est par opposition au règlement différé, au règlement mensuel, ça s'appelait, le RM, avant les années 2000. Maintenant, ça s'appelle le SRD, mais depuis 2000, c'est plus le cas. Tout se négocie au comptant, donc il faut que je paye tout de suite, à J+3. Donc, par contre, il y avait certains clients qui étaient attachés au fait de pouvoir payer à la fin du mois. Donc, on a eu des intermédiaires qui ont simulé cet ancien fonctionnement d'Euronext. Ils l'ont appelé le SRD. Ça permet de différer le règlement de livraison à la fin du mois. Donc, je place un ordre. Et à la fin du mois, je dois livrer les titres et recevoir le cash et inversement. Les comptes titres ordinaires peuvent faire du SRD, pas le PEA. Donc PEA, il y a des avantages fiscaux, mais on n'a pas le droit à SRD. Le SRD, donc service de règlement différé, ce n'est pas un ordre, mais c'est un service par intermédiaire sur une liste qui est établie par Euronext Paris chaque année. C'est Euronext qui décide les valeurs qui sont éligibles à ce service. Alors, normalement, le règlement de livraison a lieu en J+3, mais là, pour le SRD, ça va être à la liquidation, donc à la fin du mois. Là, on a une notion qui est intéressante. Lorsqu'un client passe un ordre avec la mention SRD, c'est l'intermédiaire qui porte la position acheteuse ou vendeuse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'intermédiaire qui fait croire au client qu'il va régler à la fin du mois, mais en fait, c'est l'intermédiaire qui porte la position. Donc, si par exemple, j'ai une position acheteuse, ben, l'intermédiaire va emprunter le capital sur les marchés monétaires
et il va acheter le titre. Il ne va pas demander l'argent au client, mais quelque part, c'est lui qui a emprunté. Vendeuse, donc je vends des titres, mais j'ai un mois pour les livrer. C'est l'intermédiaire qui emprunte les titres sur le marché du prêt-emprunt de titres, donc le repo pour ceux qui connaissent, et les livre à la contrepartie. Mais vous devez savoir que quand j'emprunte des titres, je paye un taux sur le marché du repo, donc ça va avoir un coût. Ensuite, la liquidation débute 5 jours avec la dernière séance de bourse du mois calendaire. En attendant, les opérations sont centralisées chez l'intermédiaire. Donc, les opérations sont centralisées, enregistrées à la fin du mois boursier dans le compte de liquidation de l'intermédiaire et les mouvements s'effectuent à la fin du mois. C'est l'intermédiaire qui fixe la commission du SRD. Donc, c'est-à-dire que le SRD peut, si vous passez votre ordre chez Boursorama en SRD, ça peut valoir, c'est complètement à la discrétion du courtier, ça peut être, je ne sais pas moi, 1% du montant traité. Si j'achète pour 100 000 € de total, eh ben, si je le veux acheter en SRD, Boursorama peut vous dire, je vous facture ça, 1% du montant, donc 100 000, ça va être 1 000 €. Par contre, le régulateur impose que l'intermédiaire doit se couvrir avant le passage dans un CD de la façon suivante. Il faut qu'il ait 20% de la position en cash, donc c'est-à-dire que le client doit donner 20% du trade à l'intermédiaire. Soit 20% en cash, soit 25% en obligations cotées, soit 40% en actions. Voilà. Plus c'est risqué, plus le montant est important. Action, c'est très risqué, les cours peuvent fluctuer, c'est 40%. Obligations cotées et 20% en cash. C'est le moins risqué. Là, j'ai mis un calendrier de liquidation. Donc, vous pouvez voir ici la liquidation M, le mois M-1, la liquidation, voilà. Là, ici, il y a une centralisation des différentes opérations sans mouvement sur les comptes titres et espèces. Et c'est à partir d'ici que la liquidation a lieu. Dernier jour de la négociation en liquidation M. Et dès que je négocie ici, donc 5 jours, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc ici, on a dit qu'à partir de là, 5 jours avant la fin du dernier mois, je ne peux plus avoir accès à la liquidation M. Et donc, je suis sur la négociation M plus 1. Cette présentation est riche. Il y a beaucoup de choses. Mais je crois que l'élément central qu'il faut retenir, c'est le fonctionnement de ce que c'est un marché organisé, donc les différents organes du marché organisé, qui passent d'abord par l'infrastructure technique, les serveurs, Euronext, le carnet d'ordre, le fait qu'il existe une chambre de compensation, LCH Clearnet, le fait qu'il existe un dépositaire central Euroclear, le fait qu'il n'y a pas de risque de contrepartie sur un marché organisé et que les cours sont encadrés par des règles qui sont supervisées par l'AMF. Un marché organisé, c'est la sécurité, c'est des autorités réglementaires et c'est des organes qui fonctionnent les uns avec les autres de manière étroite. Par opposition au marché de gré à gré qui fonctionne avec des accords qui sont complètement bilatéraux entre deux membres pour lesquels il y a beaucoup moins de garanties. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur une partie de la présentation quelconque? Alors oui, j'aurais une question sur les blocs. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux réexpliquer comment ça fonctionne? Est-ce que les seuils s'appliquent? Et sinon, en quoi c'est différent de l'OTC? Alors, si par exemple, alors déjà, un bloc trade, ce n'est pas un trade OTC. Ça va être un trade qui va se faire sur un marché organisé en dehors du carnet. Donc, c'est très important. Toutes les règles qui sont appliquées aux transactions sur les marchés organisés s'appliquent aux trades en bloc, à la seule différence que ce sont des trades pour des très grandes quantités entre des membres où les membres ne veulent pas faire décaler les prix. Si par exemple, je veux acheter 1 million d'actions, parce qu'il y a une société qui veut faire, je ne sais pas moi, une OPA ou quoi que ce soit, et elle veut passer un ordre avec cette taille-là, si elle le mettait
dans la séance de cotation continue, elle prendrait le risque de faire décaler le titre et d'acheter ces titres très très cher. Elle veut avoir un prix fixe pour tous ces prix. Donc au préalable, l'intérêt de traiter en dehors du carnet, c'est effectivement de ne pas faire décaler les prix et de s'entendre avec une contrepartie au préalable à un prix fixe pour toute la quantité. Et après, on profite aussi également de de l'existence des autorités de régulation comme l'AMF qui encadrent ce trade. Donc ce trade, il doit être à l'intérieur de la fourchette moyenne pondérée. Il faut que ce soit un trade pour une quantité suffisante. Donc c'est quand même, ça a tous les avantages d'un trade sur un marché listé, un marché organisé. Et ça permet de ne pas faire décaler les prix. Voilà. C'est un peu ça pour moi ce que c'est que les block trades. Voilà. Oui. Oui, pardon, c'était 3 questions rapides. La première, c'était, vous aviez dit que les warrants étaient très similaires aux options. Ouais. Mais c'est quoi la différence du coup, ce qui fait la différence? Ok. Alors, la différence, c'est déjà que sur les warrants, une différence majeure. Déjà, il y a beaucoup plus de sous-jacents qui sont couverts par les warrants que par les options. Donc les options sur le REX, ça ne couvre pas autant de sous-jacents que les warrants. Les warrants, l'objectif des banques, c'est d'inonder le marché sur tous les sous-jacents possibles, avec des strikes qui sont réajustés en permanence en fonction des mouvements du marché. Donc quand on a des cours qui sont très volatiles, on va avoir des banques qui émettent tous les jours des warrants avec des nouveaux strikes et des nouvelles maturités. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que les options, il va y avoir sur les marchés organisés comme le REX par exemple, le plus grand marché d'options au monde, une chambre de compensation. Sur les warrants, ça va être la banque qui va faire des appels de marge. Donc ça, c'est quand même différent, c'est pas le même organe. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? L'émetteur d'un warrant, c'est une banque. Alors qu'une option, c'est un carnet d'or, donc il n'y a pas vraiment d'émission. L'émetteur d'un warrant, c'est une banque. La banque, à la différence d'une option, s'engage à animer le carnet d'ordre. C'est-à-dire que quand vous achetez un warrant chez BNP Paribas ou Société Générale, vous avez la certitude que le market maker ou liquidity provider va coter une fourchette bid-offer en permanence pour déboucler la position. C'est un engagement contractuel. Donc, si j'ai une position de warrant, je sais que je peux les vendre à n'importe quel moment. Et dans le sens inverse également. Voilà, quelques éléments de différenciation entre les options et les warrants. Et dernière question, c'était presque à la fin pour le SRD. Pardon. SRD, ouais. SRD, vous aviez dit que le régulateur imposait de se couvrir dans un certain pourcentage. Oui. Il y avait un pourcentage pour l'obligation, pour une obligation. Obligation cotée. Mais voilà, mais pour une obligation, le notionnel est d'habitude beaucoup plus important que le prix d'une action. Si je comprends bien ce que vous aviez dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut que la valeur de marché d'une obligation couvre 25% de la transaction. C'est-à-dire que si le client doit fournir à l'intermédiaire 20% de sa position en cash. Il ne doit pas payer sa position tout de suite, il doit payer 20% en cash. S'il n'a pas de cash, mais il a des titres, par exemple un gérant de fonds qui veut faire du SRD, il a des titres en portefeuille, il peut fournir pour une valeur de 25% de la market cap de l'obligation de la transaction. Donc si j'ai une transaction de 100 000 euros, je vais fournir 25 000 euros d'obligations cotées. Obligations cotées comme par exemple des obligations, des OAT, des bétanes, des BTF, voilà. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, de toute façon, cette présentation, comme vous le savez, elle sera toujours disponible sur le blog de Meritis, sur la chaîne YouTube de Meritis. Vous pourrez revenir dessus. Et je vous remercie. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour d'autres Merimeetings.